Une immigrée londonienne en France, elle ne s'est plus jamais autorisée à aimer. Tour Eiffel, fin d'après-midi. La Tour Eiffel était bondée ce jour-là. Mais c'est un homme seul qui a fait arrêter ma grand-mère de marcher. Il resta là, à la fixer, comme si le temps avait remonté de 40 ans. Les deux jeunes filles se regardèrent, puis reportèrent leur attention sur leur grand-mère et sur l'homme qu'elles n'avaient jamais vu auparavant. Sophia, âgée de 14 ans, a été la première à poser la question. « Grand-mère, qui est-ce » Émilie, retenant son souffle, ne répondit pas. Elle se contenta de sourire, de cette façon dont on sourit quand notre cœur se souvient de quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Karen, âgée de 16 ans, aperçut quelque chose de plus entre l'échange de regards et l'étreinte prolongée. « Le connaissiez-vous avant grand-père ? Cette nuit-là, personne n'a pu dormir correctement. Ta curiosité était trop grande. » La chambre de grand-mère était confortable, la lampe de chevet allumée, et Émilie essayait de lire la page du livre pour la 3e fois, incapable de se concentrer quand les filles entrèrent. Il était tard dans la nuit. « Sophia, grand-mère, tu étais différente aujourd'hui. » Qui était cet homme? Après une longue pause, grand-mère répondit d'une voix sereine. « Certaines personnes ne font que traverser nos vies un instant. D'autres restent à jamais, même après leur départ. Les petites filles se regardent. Elle s'est levée lentement et a dit quelque chose qui a tout changé. C'est une longue histoire. Préparons du thé, et je vous raconterai tout. Ce qu'ils ignoraient, parce que cette histoire a commencé par des adieux, un amour interrompu, et une jeune fille de 18 ans qui ne voulait pas quitter Londres, mais qui n'avait pas le choix. C'était en 1985, Londres, 40 ans plus tôt. Émilie rangeait tranquillement ses affaires. Elle avait des amis, un petit ami, et toute une vie qui allait être laissée derrière. Elle ne savait pas qui elle allait devenir. Je ne savais pas quelle carrière choisir, et elle n'avait aucune idée que dans un autre pays, quelqu'un l'attendait. Voici l'histoire d'une histoire d'amour presque terminée, pour que l'amour de sa vie puisse commencer. Londres, 1985. Émilie avait 18 ans, et le sentiment d'être arrachée à sa propre vie, elle adorait Londres, le bruit des bus rouges, le ciel perpétuellement gris, les rues qu'elle connaissait comme sa poche. Elle aimait le trajet à pied jusqu'à l'école, les petits cafés, les vitrines des magasins qui ne changeaient jamais. Mais par-dessus tout, Émilie aimait les personnes qui l'entouraient, ses amis d'école, avec qui elle avait grandi depuis l'enfance, les rires pendant la pause, les secrets chuchotés dans les couloirs, la certitude d'appartenir à ce lieu. Et puis, il y avait Alan. Alan était tout ce qui faisait battre le cœur d'une jeune fille de 18 ans plus vite. Blond, beau, confiant. C'était le genre de personne que tout le monde remarquait dès qu'il entrait dans une pièce. Contesté, commenté, voulu, c'est lui qui l'avait invité à danser au bal de fin d'année. Ce soir-là, quand la musique avait commencé, Émilie avait cru que c'était juste une autre danse. Mais ce n'était pas le cas. Après cette danse, ils ne s'étaient plus quittés, ou presque. Alan était assis à côté d'elle en classe, l'attendait à la grille de l'école, lui tenait la main comme si le monde entier les regardait, et d'une certaine manière, c'était le cas. Parce qu'Émilie n'était pas la plus jolie fille de l'école, mais elle était la plus intelligente, les meilleures notes, les œuvres les plus appréciées, celles que les enseignants citaient en exemple. Elle était admirée, respectée, et pour beaucoup d'étudiants, c'était presque comme un trophée. Comment quelqu'un comme Alan a-t-il pu choisir quelqu'un comme Émilie? Murmurèrent certains. Elle écoutait, faisait semblant de ne pas entendre, et continuait. Car, avec Alan à ses côtés, tout semblait se mettre en place. Émilie s'interrompit un instant, les yeux perdus dans le vague, comme si elle revivait ses murmures. Sophia, impatiente, ne put s'empêcher d'intervenir. « Grand-mère et tes parents, ils étaient d'accord avec ton histoire avec Alan. Ils l'aimaient bien ?» Émilie sourit doucement, posant sa tasse de thé sur la table de nuit. Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses souvenirs. « Oh, Sophia, tes questions me font revivre tout ça. Mes parents, ils étaient prudents. Tu sais, mon père était un homme strict, un comptable qui aimait l'ordre et la stabilité. Il voyait Alan comme un jeune homme charmant, mais un peu trop populaire, disons. Il me disait souvent... Émilie, assure-toi que ce garçon te respecte pour qui tu es, pas juste pour tes notes ou ton sourire.
Ma mère, elle, était plus romantique. Elle l'aimait bien parce qu'il me faisait rire. Elle me confiait en secret. Il te regarde comme si tu étais la seule personne dans la pièce. C'est rare, ça. Mais il n'intervenait pas trop. À l'époque, on nous laissait vivre nos amours de jeunesse, tant que ça n'interférait pas avec les études. Et Alan, il respectait ça. Il venait à la maison pour le thé du dimanche, et mes parents finissaient par l'apprécier. Ils étaient d'accord, oui, mais avec cette réserve des parents qui savent que la vie peut changer du jour au lendemain. Karen, plus silencieuse, hocha la tête, absorbant chaque mot. Elle demanda à son tour d'une voix douce: « Et toi, grand-mère, tu te sentais comment avec lui? C'était vraiment ton premier grand amour ?» Émilie rit légèrement, un rire teinté de nostalgie. « Oui, Karen, c'était mon premier. Avec Alan, je me sentais vivante, comme si le monde était plus coloré. Mais continuons, mes chéris, sinon on n'en finira pas avant l'aube. » Jusqu'au jour où ses parents l'avaient convoqué pour discuter. « Nous déménageons à Paris », avait-il dit. Paris. Un beau mot, mais qui ressemblait à une sentence. Émilie avait essayé de sourire, de paraître mature, de ne pas décevoir. Son père avait dit qu'en France, tout le monde parlait anglais, que la langue ne poserait pas de problème, que ce serait une excellente opportunité. Ses jeunes sœurs étaient ravies, parlaient de nouveautés, d'aventures, d'une nouvelle vie. Mais Émilie était entrée en silence. Elle n'avait pas pleuré, pas plaint, pas combattu. Elle avait souffert en silence. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas d'appel vidéo, pas de messagerie instantanée. La distance était la distance. Lorsqu'elle l'avait annoncé à Alan, elle avait essayé de paraître forte. Il avait demandé, la voix tremblante, si peut-être il pourrait continuer à se voir une fois par mois. Une visite ici, une autre là. Alan avait ri, non par malice, mais par réalité. « Es-tu folle ?» avait-il dit. « Le trajet dure 9 heures. Je dois réfléchir à ma carrière. Je veux devenir avocat. » Et c'est à ce moment-là qu'Émilie avait compris. Certaines histoires d'amour ne se terminent pas par une dispute. Elles se terminent par une simple phrase, définitive. Pour sa dernière nuit à Londres, Émilie avait fait ses valises toute seule. De beaux vêtements, des carnets, de vieux billets. Elle ne savait pas qui elle serait à Paris, quelle carrière choisir, dans quelle langue elle rêverait. Elle savait seulement qu'elle laissait derrière elle la ville qu'elle aimait, les amis et le premier amour. Elle n'en avait aucune idée que dans un autre pays, dans une autre langue, quelqu'un allait la rattraper avant qu'elle ne tombe. Émilie fit une pause plus longue cette fois, sirotant son thé qui avait tiédi. Les filles étaient suspendues à ses lèvres. Sophia brisa le silence. « Grand-mère, quand vous avez déménagé à Paris, ta mère a remarqué que tu étais triste. Elle t'en a parlé ?» Émilie posa sa tasse, ses yeux s'embuant légèrement. « Oui, Sophia, ma mère l'a remarqué tout de suite. Elle était attentive, tu sais. Pendant le voyage en train, elle me prenait la main et me disait « Émilie, je sais que c'est dur pour toi. Londres te manquera, mais Paris te donnera de nouvelles racines. » Elle essayait de me consoler avec des petites choses, comme des croissants frais qu'elle achetait à la gare. Mais je restais silencieuse, et elle respectait ça. Plus tard, à Paris, elle me surprenait parfois à fixer le vide, et elle me serrait dans ses bras sans un mot. Elle savait que j'étais brisée, mais elle me laissait guérir à mon rythme. C'était sa façon d'aimer, discrète mais présente. Et toi, Karen, tu me fais penser à elle avec ton regard observateur ? Karen sourit timidement, encourageant Émilie à poursuivre. Paris ressemblait à une carte postale, mais Émilie ne voyait que le ciel gris. Sa mère descendait la rue, les yeux brillants. Ses sœurs, Amélia, 15 ans, et Isabelle, 13 ans, parlaient fort, riaient et pointaient du doigt tout ce qui les entourait. Tout est tellement beau, c'est comme un film. Émilie marchait quelques pas derrière. Bien qu'elle voyait du glamour, elle se sentait perdue. Les rues étaient trop étroites, les gens allaient trop vite, et le silence en elle était trop lourd. Au début, Émilie essayait d'être polie. Elle entrait dans les petites boutiques du quartier et disait avec un fort accent « Bonjour », et puis le regard apparaissait. Un regard tordu, froid, fermé. Le commerçant réagissait à peine ou ne répondait pas. La transaction se poursuivait sur un ton sec, presque hostile.
Ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'Émilie s'en était rendue compte. Tant qu'elle ne disait pas bonjour, cette mine renfrognée restait jusqu'à la fin. Elle avait réessayé, bon, le jour, le même homme avait levé les yeux, son visage s'était adouci, et soudain, la ville paraissait moins dure. Émilie avait compris là une leçon silencieuse. En France, l'éducation passait avant tout, même avant la langue parfaite. Mais comprendre ne signifiait pas se sentir chez soi. La nuit, dans le petit appartement, sa mère parlait d'opportunités. Les sœurs faisaient des projets d'école, de vêtements, de nouveaux amis. Émilie s'allongeait et fixait le plafond. Elle pensait à Londres, à ses amis, à Alan. Elle se demandait qui elle était et en qui elle cessait d'être. Elle n'avait pas de diplôme universitaire, aucun projet, aucune direction. Le français sonnait comme un mur trop haut pour être escaladé. Et pourtant, elle s'était inscrite à un cours de français pour adultes, non pas par courage, mais par nécessité. Le premier jour, elle s'était assise au fond de la salle. Elle avait entendu des mots qu'elle n'avait pas compris, noté des sons qui n'avaient aucun sens. Elle se sentait toute petite, déplacée, mais ce bâtiment recelait quelque chose qu'elle ignorait encore. Pendant qu'Émilie essayait d'apprendre à dire bonjour sans crainte, 2 étages plus bas, quelqu'un commençait sa journée de travail comme n'importe quel autre jour. Quelqu'un qui changerait tout. Elle ne le savait pas encore, mais Paris ne lui avait pas seulement pris quelque chose. Paris était sur le point de lui rendre. Paris ne semblait toujours pas être chez elle, mais ce bâtiment commençait à lui devenir familier. Chaque matin, Émilie partait tôt. Le cours de français était trop difficile pour y arriver en retard. Ce matin-là, pourtant, quelque chose avait mal tourné. Le réveil n'avait pas sonné, ou alors il avait sonné et elle ne l'avait pas entendu. Lorsqu'elle avait ouvert les yeux, le son de l'horloge l'avait fait sursauter. Elle avait bondi, enfilé le premier manteau qu'elle avait trouvé, attaché ses cheveux du mieux qu'elle avait pu, et s'était enfuie, le cœur battant la chamade. Le bâtiment était encore à moitié vide. Émilie avait monté les escaliers en courant, mais dès la première volée de marche, trop précipitamment, son pied avait glissé, son corps avait perdu l'équilibre. Pendant une seconde, tout s'était arrêté, le monde s'était tu, et puis... Une main ferme, sûre, décidée. Quelqu'un l'avait rattrapée avant qu'elle ne tombe. « Ça va ?» avait-il demandé. Émilie avait pris une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Son français inexistant. Elle avait levé les yeux, Louis. Ce n'était pas le genre d'homme à attirer l'attention de loin. Il n'était pas bruyant, pas exposé. Mais il y avait chez lui quelque chose qui inspirait le calme. « Oui », avait-elle répondu presque dans un murmure. « Merci », Louis avait souri, un sourire discret et doux. « Ça va vraiment ?» Son accent l'avait trahi. Il parlait anglais. Émilie avait hoché la tête, essayant encore de reprendre son souffle. J'étais en retard. Aujourd'hui était donc une bonne journée pour presque tomber, avait-il dit en souriant à nouveau. Elle avait ri pour la première fois depuis son arrivée à Paris. À cette heure-là, Louis montait les escaliers tous les jours. Il travaillait dans cet immeuble pendant sa 2e année de droit. Il suivait, sans trop se poser de questions, le chemin tracé par son père. Ils avaient commencé à se rencontrer là-bas. Parfois dans les escaliers, parfois dans le couloir. Parfois un simple signe de tête suffisait, des banalités, des phrases simples, des mots mélangés d'anglais et de français. Émilie avait découvert qu'elle n'avait pas besoin de tout comprendre pour se sentir comprise. Louis n'avait pas posé de questions sur Londres, ne demandait pas pourquoi elle était là, ne la mettait pas la pression. Il était juste là, et c'était nouveau pour Émilie. Au fil des semaines, les propos des Français avaient commencé à être compréhensibles, non pas parce qu'elle avait étudié davantage, mais parce qu'elle avait quelqu'un avec qui s'entraîner. Ils avaient commencé à prendre un café ensemble, après le cours, avant son travail. Ils parlaient de tout et de rien. De rêves qui n'avaient pas encore de nom, de choix faits sans certitude, de cette étrange sensation d'être exactement là où on n'avait pas prévu d'être. Émilie avait réalisé quelque chose d'important. Avec Alan, elle était l'élue. Avec Louis, elle était vue et sans s'en rendre compte, Paris avait commencé à changer. Le ciel restait gris, mais il ne paraissait plus si lourd, car parfois il suffit d'un coup de main au bon moment pour éviter une chute et changer une vie entière. Elle ne le savait pas encore,
Mais cette rencontre dans l'escalier, elle s'en souviendrait chaque jour pour les 40 prochaines années. Sophia interrompit à nouveau, les yeux pétillants de curiosité adolescente. « Grand-mère, et le premier baiser avec grand-père? Comment c'était? Qu'est-ce que tu as ressenti ?» Émilie rougit légèrement, un sourire timide aux lèvres. Elle hésita, puis se lança comme si elle confiait un secret précieux. « Ah, Sophia, tes questions vont droit au cœur. Le premier baiser. Ce n'était pas comme dans les films, avec des feux d'artifice ou une musique dramatique. C'était un après-midi ordinaire, après un café. On marchait dans une petite rue près du bâtiment, et il pleuvait finement. Louis s'est arrêté, m'a regardé, et sans un mot, il s'est approché. Quand ses lèvres ont touché les miennes, j'ai ressenti une chaleur, une paix profonde, comme si tout le chaos de ma vie s'apaisait d'un coup. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de joie pure. C'était doux, naturel, comme si on avait attendu ce moment depuis toujours. J'ai su à cet instant que c'était différent d'Alan. Avec Louis, c'était réel, ancré. Et toi, Karen, qu'est-ce que tu en penses? Les premiers baisers, c'est toujours magique, non? Karen rougit à son tour, murmurant « Oui, grand-mère, ça donne envie d'en vivre un comme ça. » Émilie rit doucement avant de reprendre. Au début, Émilie ne se rendait pas compte qu'elle était en train de tomber amoureuse. Il n'y avait pas eu de moment précis, aucune déclaration, aucune promesse. L'amour était arrivé lentement, comme Paris-Louis faisait partie de la routine, avant même de faire partie du cœur. Prendre un café après les cours était devenu une habitude. Les conversations courtes s'étaient transformées en longues discussions. Les silences n'étaient plus gênants. Émilie s'exprimait en français approximatif. Louise écoutait avec une attention parfaite. Il ne corrigeait pas toutes les erreurs, seulement quand elle le lui demandait. « Oh, c'est beau !» avait-il dit. « Les gens te comprennent. » Et pour la première fois depuis son départ de Londres, Émilie estimait qu'elle n'avait rien à prouver. Ils erraient sans but dans la ville. Louis lui montrait un Paris qui n'apparaissait pas dans les guides touristiques. Petite boulangerie, rue cachée, bancs de parc où le temps semblait ralentir. Émilie parlait de l'école, des notes, expliquait qu'elle devait toujours être la meilleure pour être remarquée. Louise écoutait, l'entendait toujours. Il parlait rarement de son père, rarement de l'avenir, mais beaucoup de responsabilités. Tous les chemins n'ont pas besoin d'être passionnants, avait-il dit. Parfois, ils ont juste besoin d'être honnêtes. Émilie ne savait pas comment l'expliquer, mais cette phrase l'avait touchée plus que n'importe quelle promesse romantique. Le premier baiser n'avait pas eu lieu dans un endroit particulier. Il n'y avait pas de musique, pas de spectateurs. C'était simple, naturel, comme s'il était là depuis longtemps, à attendre. Avec Louis, Émilie avait appris quelque chose de nouveau. L'amour n'avait pas besoin d'être un combat, pas nécessaire de le montrer, de le prouver. Il existait, tout simplement, le français progressait, son sourire aussi. Émilie avait commencé à aider ses camarades de classe, à parler aux commerçants sans crainte, à dire bonjour, sans risque. Paris cessait peu à peu d'être un lieu d'exil et commençait à se sentir comme chez soi. Londres lui manquait toujours. Elle pensait encore à ses amis, se souvenait encore d'Alan, mais ses souvenirs ne faisaient plus mal de la même manière. Car maintenant, quand Émilie trébuchait, il y avait quelqu'un pour la tenir bon. Elle ne savait pas, mais cet amour simple, quotidien, silencieux, il serait l'amour de sa vie. La vie avec Louis n'avait pas commencé sous de grandes promesses. Tout avait commencé par une routine, et pour Émilie, c'était une nouveauté. Elle était habituée aux amours trop intenses pour durer. Louis était tout le contraire. Il arrivait tôt, partait tard, étudiait en silence. Et il demandait toujours « Comment s'est passée ta journée ?» Au début, Émilie se sentait encore comme une étrangère, mais elle ne se sentait plus seule. Le français n'était plus un obstacle et avait commencé à se transformer en outil. Émilie s'était rendue compte qu'elle comprenait les textes avant même d'avoir fini la phrase, qu'elle pouvait percevoir le ton, le rythme, l'intention. Elle avait commencé par aider ses camarades de classe, puis des petits travaux de traduction, cartes, extraits de livres, avis, jusqu'à ce que quelqu'un dise « Vous possédez quelque chose de rare. Vous avez compris ce que l'auteur voulait dire. » Émilie n'avait pas seulement traduit des mots, elle traduisait les émotions.
Et c'était peut-être pour cela elle avait aimé, perdu, traversé tout un pays, le cœur brisé. Et maintenant, elle aimait à nouveau. Louis observait tout attentivement. Il étudiait le droit pendant la journée. Et le soir, il la regardait travailler, entourée de dictionnaires, de feuilles de papier annotées et de notes au crayon. « Tu donnes une âme au personnage », avait-il dit un jour. Émilie avait souri. « Peut-être parce que je sais ce qu'ils ressentent. » Ils avaient emménagé dans un petit appartement, rien de sophistiqué, mais avec une table suffisamment grande pour 2 contrats à terme. Le mariage s'était déroulé sans précipitation, pas de public, absent. C'était simple, comme tout ce qui se trouvait entre eux. Et avec le temps, Louis était devenu avocat. Émilie avait commencé à recevoir des recommandations de maisons d'édition plus importantes. Grâce à son œuvre, les romans français avaient commencé à prendre vie en anglais. Histoire d'amour, de perte, de choix difficiles. Et sur chaque page, il y avait un petit bout d'elle. Ils avaient très peu voyagé, pris de nombreux dîners à la maison, créé une vie qu'ils n'avaient pas besoin d'exhiber. Paris ne paraissait plus étrange. Le ciel était toujours gris, mais maintenant c'était devenu familier. Émilie n'avait jamais oublié Londres, jamais oublié qui elle était. Mais elle avait compris quelque chose d'important. Certaines villes nous façonnent, d'autres nous transforment, et Paris avait fait les deux. Elle ne le savait pas encore, mais cette vie construite avec soin serait interrompue par un événement inattendu. Émilie s'arrêta là, sentant l'émotion monter. Karen, sentant le moment, posa une main sur son bras. « Grand-mère, et après, comment vous avez géré tout ça ensemble? Vous aviez des disputes, comme tout le monde. » Émilie hocha la tête, reconnaissante pour ces interruptions qui rendèrent l'histoire plus vivante. « Oh, bien sûr, Karen, on n'était pas parfait. Louis était parfois trop absorbé par son travail, et moi par mes traductions. On se disputait pour des petites choses. » Comme qui oublierait d'acheter le pain, mais on se réconciliait toujours avec un câlin et un thé. C'était notre façon continuons. La nouvelle de la grossesse était arrivée sans tambour ni trompette, pas de précipitation, comme tout le reste dans la vie d'Émilie. Elle était assise à la table de la cuisine, en train de traduire un roman, quand elle avait ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas de la nausée, même pas une frayeur, c'était un sentiment de continuité. Quand elle l'avait dit à Louis, il l'avait simplement prise dans ses bras. Ils étaient restés longtemps silencieux. « Alors, c'est comme ça que la vie continue, avait-il dit. » Émilie avait souri. La maternité avait changé sa vision du monde. Les personnages avaient gagné en profondeur. Les pertes s'étaient aggravées. Les peurs étaient plus réelles que jamais. À la naissance de Louis-Henri, Émilie avait compris quelque chose qu'aucune langue étrangère ne lui avait jamais appris. L'amour fait aussi mal, mais c'est une douleur qui s'étend. Elle s'était remise au livre avec un regard différent. Elle avait commencé à traduire des romans qui traitaient des mères, des enfants et des absences, et les louanges avaient afflué. Les critiques affirmaient que ces traductions avaient quelque chose de rare. Les personnages semblaient respirer. Émilie connaissait la raison, mais ne l'avait pas dit. Louis-Henri avait grandi entouré de livres, de longues conversations et d'une maison où les sentiments n'étaient pas évités. Il était devenu un jeune homme attentif, observateur, gentil. Peut-être avait-il hérité cela de son père, peut-être de sa mère. Des années plus tard, l'un des romans qu'Émilie avait traduit, cette fois de l'anglais au français, avait été un succès inattendu. L'auteur était venu à Paris pour donner une conférence. Émilie avait été invitée. Dans la file d'attente, une jeune femme patientait avec anxiété, serrant le livre contre sa poitrine Camille. Elle avait immédiatement reconnu Émilie. « Vous êtes la traductrice », avait-elle dit, les yeux brillants. « Je n'ai jamais rien lu d'aussi vivant. » Émilie avait souri, surprise. Camille avait passé presque tout l'après-midi à ses côtés. Elle voulait comprendre comment une traduction pouvait avoir un tel impact. « Tu donnes une âme au mot », avait-elle dit. « Comment fait-on cela ?» Émilie avait hésité. « La vie », avait-elle répondu. Camille ne le comprendrait que plus tard. Lorsque le cours s'était terminé, il s'était mis à pleuvoir soudainement, fort, incessant. Camille attendait dans la file d'attente des taxis, déjà fatiguée. C'est alors qu'Émilie lui avait proposé de la prendre en stop. «
Mon fils vient me chercher, avait-elle dit. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous. Louis-Henrique était arrivé quelques minutes plus tard. Camille avait levé les yeux et souri durant le voyage. Ils avaient parlé de livres, de la conférence, des traductions. La conversation s'était déroulée trop facilement. L'amitié passait avant tout. Et Émilie, sur le siège avant, avait ressenti quelque chose qu'elle avait reconnu immédiatement, quand la vie commence à se répéter, de la bonne manière. Elle ne le savait pas encore, mais ces deux personnes sur le siège arrière seraient les parents de Sophia et Karen. La salle était pleine, la vie semblait parfaite. Et c'est précisément pourquoi la douleur qui viendrait plus tard serait tellement grande. L'année 2020 avait commencé comme toutes les autres. Émilie organisait les traductions. Louis maintenait sa routine. La maison restait animée grâce aux fréquentes visites de Louis-Henrique et de Camille. La nouvelle venait de loin. Un virus, un autre pays. Quelque chose qui semblait étranger à leur vie, jusqu'à ce qu'il appartienne. Louis avait été le premier à tomber malade. Fièvre légère, fatigue, rien d'alarmant. « Ça va passer », avait-il dit. Émilie y croyait. Elle avait toujours cru en lui. Mais les jours suivants avaient fait disparaître la normalité. La respiration était devenue courte, son regard fatigué. L'hôpital n'autorisait pas les visites. Émilie n'avait jamais eu aussi peur du silence. Les messages étaient clairs, froids, techniques. Elle était assise à la table où elle avait traduit tant de romans et avait compris qu'aucun mot ne suffisait à cet instant précis. Louis était parti seul. Pas d'adieu, sans se tenir la main, aucune promesse définitive. Émilie avait appris la nouvelle alors qu'elle était assise sur le canapé. Elle avait pleuré, un cri de douleur qui laisse une cicatrice. Le monde s'était simplement arrêté. Les funérailles étaient intimes, loin, des personnes séparées par des maîtres et portant des masques. La douleur, dans l'isolement. Émilie était rentrée chez elle avec l'impression que quelqu'un avait vidé l'atmosphère des lieux. Pendant des mois, elle n'avait pas traduit une seule ligne. Les livres étaient toujours là, mais ils avaient cessé de lui parler. Louis-Henrique essayait de paraître fort, Camille aidait autant qu'elle pouvait. Les filles étaient encore trop jeunes pour comprendre. Émilie se réveillait tous les jours et tendait la main vers le côté vide du lit. Il n'y avait plus personne à qui demander. « Comment s'est passée ta journée ?» La maison avait perdu son rythme. Et pourtant, Émilie était restée, parce que certaines femmes ne tombent pas. Elles suivent simplement, tout transportant à l'intérieur. C'est Sophia qui, des années plus tard, l'avait ramenée à la vie, avec des questions simples, les yeux ouverts, et Karen, toujours observatrice en silence. Elle ne savait pas, mais c'étaient les vestiges les plus purs de cet amour. Et donc, 40 ans après avoir quitté Londres, le passé avait décidé de frapper à la porte, pas sous forme de douleur, mais seulement un souvenir à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel avait toujours des ailes impressionnantes, immuables. Émilie la connaissait bien, mais ce jour-là, elle semblait différente. Sophia prenait des photos sans arrêt. Karen observait tout avec une curiosité silencieuse. « Grand-mère, reste là-bas », avait dit Sophia en la poussant doucement plus près de la rambarde. Émilie avait ajusté son manteau. C'est à ce moment-là qu'elle l'avait senti. Elle ne l'avait pas vu en premier. Elle le sentait, comme si le temps lui avait doucement tiré l'épaule. Elle s'était retournée, Alan était quelques pas derrière. Plus vieux, cheveux gris, le corps légèrement penché, mais le regard le même. Pendant un instant, aucun des deux n'avait parlé, 40 ans condensés en quelques secondes. « Émilie », avait-il dit, presque comme une question. Elle avait pris une profonde inspiration. Alan. Sophia et Karen avaient échangé un regard. « Qui est-il » avait murmuré Sophia. Émilie n'avait pas répondu. Alan avait souri nerveusement. « Je n'aurais jamais pensé te trouver ici », avait-il dit Paris. « La vie est ironique », avait répondu Émilie. Ils avaient fait quelques pas ensemble. Les petites filles s'étaient avancées, trop curieuses pour remarquer ce qui se passait derrière elles. Alan avait parlé de ses mariages, des erreurs, du vide qu'il ne pourrait jamais combler. « Je n'ai jamais rencontré une autre Émilie », avait-il dit, « et je ne me suis jamais pardonné d'avoir ri quand tu m'as demandé de continuer. » Émilie avait écouté en silence. Elle ne se sentait pas en colère, pas magouée. Elle se sentait comprise.
J'ai souffert aussi, avait-elle dit, mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'aimait comme il fallait. Alan avait hoché la tête, déglutissant difficilement. Étais-tu heureuse? Émilie n'avait pas hésité. Très. Ils s'étaient arrêtés, la tour au-dessus d'eux, la scène en arrière-plan, tout leur passé commun. Alan lui avait effleuré la main. S'il y avait une autre chance. Émilie avait retiré doucement sa main. Mon cœur appartient à quelqu'un, avait-elle dit avec une douce fermeté. Et ce sera toujours le cas. Alan avait souri tristement. Il a eu de la chance. Nous avions, avait-elle répondu. Sophia était revenue en courant. Grand-mère, qui était-ce? Émilie avait regardé ses deux petites filles. Elle voyait en elles tout ce qu'elle avait construit. Une partie de mon histoire, avait-elle dit, c'est ce qui m'a amené ici. Ce soir-là, dans la chambre de son fils, Sophia avait insisté. Dis-moi tout, grand-mère. Émilie avait souri avec lassitude. C'est une longue histoire. Elle s'était levée lentement du lit. Préparons du thé, je te dirai. Et pendant que l'eau chauffait, Émilie avait compris quelque chose que seul le temps peut enseigner. Le véritable amour n'a pas besoin d'être vécu 2 fois pour être éternel. La théière était vide. Émilie éteignit la lumière de la cuisine et ils retournèrent dans la chambre en silence, comme si le moindre bruit risquait de briser ce moment. Sophia était assise sur le lit, les jambes croisées. Karen s'appuyait contre la tête de lit, silencieuse, comme toujours. « Alors, c'était ton premier amour ?» demanda Sophia. Émilie s'apprêtait à les réprimander pour leur heure tardive, mais répondre à cette question supplémentaire ne ferait pas de mal. « Oui, il faisait partie de mon histoire, » répondit-elle, « mais ce n'était pas le destin. » Karen leva les yeux. « Et grand-père » Émilie mit un peu plus de temps à répondre. « Il était mon véritable amour. » Les filles restèrent silencieuses. Émilie dit ensuite. « Nous doit aller tous les deux dans la chambre. On va dormir. »« Grand-mère, » dit Sophia, « si tu pouvais tout choisir à nouveau, choisirais-tu le même chemin ?» Émilie sourit. Un sourire authentique, de nostalgie, aucun regret. « Oui, répondit-elle, car chaque choix que j'ai fait m'a conduite à vous. » Le lendemain matin, Émilie se réveilla tôt. Elle ouvrit la valise, sortit un vieux livre dont la couverture était déjà usée. C'était l'un des romans qu'elle avait traduits des années auparavant. Sur la première page, elle écrivit calmement « Pour Sophia et Karen », pour qu'elles sachent que l'amour n'est pas toujours ce qui commence de façon magnifique, mais ce qui reste vrai. Avant de partir, Émilie dit au revoir à Camille, qui restait avec les filles. Encore endormie, Louise-Henrique la raccompagna à son appartement passé cette semaine chez son fils, pendant les vacances de ses petites filles, avait fait ressurgir des souvenirs précieux qu'elle avait chéris au fil du temps. Elle avait l'impression que quelque chose se terminait. Certaines histoires n'ont pas besoin de suite. Elles ont besoin d'honneur. Émilie avait honoré toutes les versions d'elle-même. La jeune femme qui avait souffert, la femme qui avait aimé, la mère qui avait construit, la grand-mère qui enseigne le sens de la vie. Alors qu'elle s'éloignait, Émilie reçut un message de Karen sur WhatsApp. « Merci d'avoir partagé ton histoire. Reviens vite, mamie », avait-elle écrit. Émilie répondit et l'envoya. « Maintenant, cette histoire est aussi la vôtre. Et c'est ainsi que les filles l'avaient compris. L'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un part. Il change simplement de forme. Et ça continue. Avez-vous déjà dû choisir entre un amour passé et la vie que vous avez construite ? Que feriez-vous à la place d'Émilie? Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un « j'aime ». Cela aide YouTube à diffuser ces histoires à un plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui parlent d'amour et de choix, inspirées de faits réels.